Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes de retour donc dans le live de TV Finance. Nous sommes le jeudi 14 avril et la bourse de Paris continue sur sa tendance à l'ouverture puisqu'elle prend 0,52% à 6575 points. Afin de décortiquer l'actualité économique du moment, je suis en direct et en duplex avec Philippe Béchade. Philippe qui est rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie beaucoup Philippe d'être avec nous ce matin. On va aborder deux sujets principaux. Le premier, c'est évidemment l'entre-deux tours, les élections présidentielles françaises de 2022. Vous êtes économiste. Philippe, le MEDEF a expliqué qu'il ne donnerait pas de consigne de vote, mais que le programme d'Emmanuel Macron était celui qui était le plus à même, le plus favorable pour l'économie française, assurer la croissance de l'économie, la croissance des emplois. Est-ce que c'est votre avis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est votre avis, Philippe? Moi, j'ai pas d'avis parce que on voit que les deux programmes ont quand même été assez travaillés. Il y a des gens qui ont un petit peu réfléchi derrière. Il y a des équipes. Bon, on ne doute pas que du côté d'Emmanuel Macron, on a peut-être la fine fleur. Mais un programme, en évaluer l'efficacité, il faut il faut le confronter à plusieurs scénarios. Voilà. Donc, en fonction des paramètres, on aboutira à des résultats plus ou moins favorables. Si l'on devait essayer de résumer un petit peu le consensus qui se dégage d'un côté comme de l'autre, c'est que si on va vers une situation de crise et d'inflation durable, il est probable que le programme de Marine Le Pen sera plus favorable aux consommateurs que celui d'Emmanuel Macron, qui lui, en revanche, serait plus favorable à l'investissement et à la croissance à court ou moyen terme. Encore faudrait-il que les scénarios économiques ne divergent pas complètement de ce à quoi on s'attend aujourd'hui. Mais oui, je vous en prie. Oui, excusez-moi, juste, il y a un article qui est paru dans Les Échos hier ou ce matin, je ne sais plus exactement, mais qui disait que le chiffrage du projet de Marine Le Pen était bancal et que quand on ouvrait le document qu'elle avait donné à consulter, un document avec des données dures, eh bien, on constatait de nombreuses erreurs. Est-ce que c'est des erreurs comme on en trouve dans tout document, tout le monde fait des erreurs, il n'y a pas de sujet, ou est-ce que vraiment ça fait preuve d'une sorte de manque d'expérience de ce que peut être la politique économique d'un pays et les perspectives? Est-ce que c'est comme vous dites, il y a tellement de scénarios possibles sur ces 5 prochaines années, que ce soit à l'international ou en local ou en national, du coup c'est difficile de faire des chiffrages et donc de comprendre, d'analyser et de noter ces programmes économiques. Oui. Alors, en ce qui concerne les erreurs, j'appellerais peut-être ça des omissions, puisqu'il y a de nombreuses propositions qui ne sont pas totalement chiffrées. Mais surtout, on y retrouve un grand classique derrière lequel se retranchent tous les libéraux, et on l'a vu aux États-Unis à plusieurs reprises avec, vous savez, ces programmes de réduction de la pression fiscale. À chaque fois, vous avez un économiste orthodoxe qui va vous dire mais là, la baisse des recettes fiscales, vous nous dites que ça sera compensé par la croissance, on ne sait pas ce que sera la croissance, donc voilà, on est dans le wishful thinking. Bon, Marine Le Pen et ses conseillers ont recours à la même ficelle. Nous avons un programme qui va relancer la croissance, on va passer de 1,2 à 2,4. Bon, personne n'y est jamais arrivé dans l'histoire, mais c'est pas grave. Donc, notre programme de baisse d'impôts, je pense que le but est de réduire la pression fiscale de presque 60 à 40 à un horizon 2030. Eh bien, les pertes de recettes fiscales seront compensées par la croissance. Mais qui n'a pas fait ça? Mais tous, vous pouvez reprendre tous les programmes depuis même 1980, ils utilisent tous la même ficelle. Mais bon, ce que l'on voit, c'est que dans la presse, dans les médias, il y a une unanimité
pour dire que le programme de Marine Le Pen n'est pas sérieux. Bon, je dirais, quelle est la coloration politique des médias en général? Je ne vous fais pas de dessin. Et puis de toute façon, finalement, c'est pas si grave que le programme de Marine Le Pen ne convainque pas tous les prix Nobel, puisque de toute façon, je pense que si jamais elle était élue, il lui serait très difficile d'avoir une majorité et de pouvoir appliquer son programme tel que. Donc moi, la question que je me poserais, c'est quel programme appliquera le Premier ministre, j'imagine un Premier ministre de consensus. Ça sera un mix entre le programme de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc on pourrait disserter effectivement à l'infini sur les avantages et les inconvénients des programmes des uns et des autres. Je ne vais pas, moi, me lancer non plus dans la critique du programme d'Emmanuel Macron, parce que je ne sais pas aujourd'hui quel sera le niveau d'inflation, même à la fin de l'année 2022 ou 2023. Le programme d'Emmanuel Macron devra évoluer en fonction de la situation. Si la France se retrouve confrontée à des pénuries d'électricité, à des pénuries de pièces importées de Chine. Enfin, vous voyez, on n'a tellement pas de visibilité sur l'avenir qu'à la limite, je veux dire, c'est pas les programmes qui importent, c'est l'agilité et la pertinence de la réponse qui serait apportée. Donc après ça, qui serait le plus agile et apporterait la réponse la plus pertinente entre un ministre un peu centriste pour Marine Le Pen ou, on va dire, l'équipe actuelle pour Emmanuel Macron, que moi je pressens, c'est que la préservation du pouvoir d'achat, si on la confie à Emmanuel Macron, ça va se retrouver, enfin ça va se traduire à nouveau par une forme de quoi qu'il en coûte, parce qu'on a bien compris que pour les 3 prochaines années, il n'y a plus de plafond de déficit pour les États, il n'y a plus de ratio, vous savez, les fameux totems allemands, 2% d'inflation, 3% de déficit. Tout ça aura volé en éclats et le quoi qu'il en coûte pourrait se traduire par une institutionnalisation de l'hélicoptère-monnaie. Alors on trouvera une appellation ou une autre, mais les gens recevront de plus en plus de chèques et seront finalement de plus en plus dépendants de l'État. Donc Macron a une étiquette libérale, mais je pense que tout ce qui a été expérimenté depuis le début de la crise du Covid démontre qu'on sera au contraire dans quelque chose de très très administré et avec une dépendance de plus en plus grande de toutes les classes frappées par la crise, une grande dépendance à l'égard de l'État. Ok, merci Philippe pour cet éclairage. On va basculer sur le second sujet, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on en parle. C'est la saison des résultats qui s'est ouverte il y a 2 jours, des résultats d'entreprise pour le premier trimestre 2022. On se rend compte que pour l'instant, si on devait le faire secteur par secteur, le luxe résiste, mais les prévisions sont incertaines, notamment du fait de l'incertitude quant à la macroéconomie en Europe, aux États-Unis et en Asie. On voit que les banques sont impactées également par la crise en Ukraine. Mais pourtant, le consensus des analystes n'a pas revu foncièrement plus que ça ces révisions à la baisse de résultats. On était à plus 5,7 il y a quelques jours, on est à 4,7 aujourd'hui. Et sur l'année, surprise, les prévisions des analystes augmentent. C'est-à-dire que en début d'année, on était à plus 8%, là aujourd'hui, on est à plus 10%. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène, Philippe? Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous soutenez? C'est une analyse, une situation que vous pourriez comprendre et expliquer? Ou ça vous semble fou? Là, je n'irai pas jusqu'à parler de folie, même si depuis 2 ans, les scénarios boursiers sont extrêmes et reflètent peut-être parfois un petit vent de folie. Voilà. Bon, en ce qui concerne les résultats, il faut connaître la psychologie des analystes, des nouveaux venus jusqu'aux plus chevronnés.
Le marché monte, les prévisions augmentent, le marché chute, on revoit les prévisions à la baisse. Les analystes courent toujours après les scores. Voilà. Finalement, ils n'avaient pas été assez optimistes au début de l'année 2021. Ils ont passé finalement les 12 mois à réviser à la hausse. Parce que l'argent magique des banques centrales a agi de façon encore plus extraordinaire et miraculeuse que ce n'était envisagé. Et à l'entame de 2022, vous avez plusieurs ficelles, si j'ose dire. D'abord, l'élan de 2021 ne va pas comme ça chuter du jour au lendemain en 2022. Bon, moi je pense que si. Quand vous avez un choc inflationniste et que d'un seul coup vous avez un effet de ciseau, par exemple sur le secteur immobilier qui est en pleine ébullition, vous avez un effet de ciseau entre des prix, des coûts à la construction qui augmentent, une demande qui pousse également les prix globalement à la hausse, et d'un seul coup vous avez des taux mortgage aux États-Unis qui passent de 2,96 le 20 décembre dernier à 2,96 à 4,72 à la mi-avril, c'est-à-dire 4 mois plus tard. Vous imaginez l'effet dévastateur que ça peut avoir. L'éclatement de la bulle immobilière, je suis certain qu'aucun analyste pour l'instant ne l'a intégré dans ses raisonnements. La baisse du pouvoir d'achat des ménages, là aussi il y a un effet de ciseau terrible. On nous parle toujours du core rate, vous savez, qui finalement est peut-être pas aussi horrible, aussi abominable. Bon, le problème, c'est que ce qui touche principalement les ménages, c'est les dépenses de première nécessité, où là, on a une inflation à 8,5 aux États-Unis, 7 et quelques en Europe. Donc, on va avoir un choc sur le pouvoir d'achat. Donc la seule chose qui maintient finalement encore le navire à flot aujourd'hui, c'est que les banques centrales continuent par des canaux divers, qu'on connaît quand même, d'injecter de l'argent au jour le jour. Alors les quantitative easing, c'est terminé, les PEPP, c'est terminé, le TLTRO pour la BCE, ça sera peut-être fini également au mois de juin. Ah oui, mais heureusement, chaque semaine, vous avez 30-40 milliards injectés sous forme d'OMO, POMO, etc. Donc, pour l'instant, le marché est encore saturé de liquidités. Donc, tant qu'il est sous morphine monétaire, finalement, on peut continuer de justifier, on va dire, la lévitation des cours par de possibles bons résultats, des marges qui seraient malgré tout maintenues. Mais en fait, vous inventez en permanence le narratif qui fait que vos prévisions permettent de justifier le niveau actuel du marché. Mais si on regarde les choses froidement, moi je vois une tempête parfaite approcher, éclatement de la bulle immobilière. La bulle obligataire a déjà explosé, on est déjà à 10% de baisse en 3 mois, et je n'ai pas souvenir, moi, d'une correction de 10% des marchés obligataires en 3 mois. On n'a plus aucune émission high yield depuis pratiquement la mi-janvier. Comment vont faire toutes ces entreprises qui sont en survie artificielle ? Le marché ne prend plus leurs émissions obligataires, et si jamais elles les prenaient, mais à quel prix ? Et donc la survie des entreprises serait à ce moment-là menacée. Est-ce que des analystes ont dit qu'il y a un risque énorme de faillite pour toutes les entreprises qui ne peuvent plus se refinancer dès aujourd'hui et depuis 2-3 mois. Voilà, donc... donc prudence. Je pense gare à l'excès de pessimisme, d'optimisme, gare à l'excès d'optimisme de la part des analystes qui finalement sont dans l'incertitude comme tout le monde, ils n'ont pas de visibilité, du coup... Oui, la Chine est sous lockdown, il n'y a plus une pièce détachée qui sort du port de Shenzhen ou de Shanghai. On va avoir du chômage technique dans de nombreuses industries, mais ça non plus, c'est pas du tout intégré dans les prévisions des analystes. Et moi, je vous parle de quelque chose qui est là, sous nos yeux. C'est de la donnée dure, oui, effectivement. Voilà, il y a en permanence, si vous voulez, entre 80 et 100 navires vraquiers, navires-usines au large de Shanghai. Aujourd'hui, on en compte plus de 300, vous voyez, qui attendent de charger ou d'être déchargés. Et
et vous avez Xi Jinping qui nous dit notre stratégie zéro Covid va vaincre la pandémie. Mais on n'a jamais vu un lockdown vaincre une pandémie dans toute l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez, il y a des choses, alors quand vous parlez tout à l'heure de quelque chose d'hypothèse folle, je pense par exemple que la stratégie chinoise, elle est folle. Ou alors, c'est qu'il vise un autre but que de vaincre le Covid, à mon avis. Merci Philippe, on n'a plus de temps du tout, je suis désolé, mais c'est comme d'habitude toujours très passionnant de vous écouter. Philippe, je rappelle donc que vous êtes rédacteur du site La Bourse au quotidien et que vous intervenez régulièrement sur notre antenne. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de votre édition du 14 avril du live de Téléfinance. À tout de suite.